Bon, alors c'est parti. Arrête de me chauffer, Nagatoro. Que je vais juste appeler Nagatoro pour le reste de la vidéo, car honnêtement j'ai pas envie de répéter ce titre 50 fois. Rien qu'au titre, on sait à quoi s'attendre. Rien qu'au visuel, on sait qu'on ne va pas regarder cet animé pour de la profonde réflexion intellectuelle. Mais je vous assure qu'il est possible d'en tirer des thèmes positifs et constructifs. Non, sérieusement, même moi je n'y croyais pas, et pourtant... L'histoire raconte simplement les aventures de Nagatoro qui s'amuse à taquiner Naoto, son senpai d'1 an, car elle l'aime bien. Et là, vous devez vous dire « Ouais, rien de spécial, encore une romance de lycéen, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal là-dedans ?» Alors, sursexualisation des personnages féminins? Check. Harcèlement? Check. Plan de caméra plus que douteux? Check. Fanservice omniprésent? Check. Fétichisme à peine caché? Check. Et surtout, ils ont respectivement 15 ans et 16 ans. Ce sont des adolescents, si ce n'est des enfants. Gros red flag. Voilà, en sachant ça, oui, c'est enough pour dégénérer, qui cherche un prétexte pour se rincer les yeux. Mais pourtant, attendez, aucun site d'édition, ou de streaming, ou de blog sur les mangas et animés ne classe cette œuvre en tant que ecchi. Aucun. Mais alors pourquoi? Ça saute pourtant aux yeux que le fanservice est omniprésent dans Nagatoro. Il suffit de regarder 1 ou 2 épisodes, et on a déjà notre dose de plans foireux. Eh bien, si je vous disais que malgré tout ça, si vous arrivez à regarder cet animé avec un regard critique, vous allez pouvoir y trouver des thèmes très intéressants. C'est ça dont je parlais dans cette vidéo. Car Nagatoro, ça fonctionne, ça plaît à beaucoup de personnes, alors pourquoi? Embarquez avec moi dans cet enfer du teasing et découvrons ensemble ce que cache vraiment ce manga. Dans l'introduction, je vous ai présenté les éléments qui peuvent être rédhibitoires pour regarder Nagatoro. Et ces éléments, ils sont totalement légitimes. Ça suffit pour ne pas vouloir toucher à cette œuvre. Du coup, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est simple. Nagatoro, qui est totalement extraverti et pas du tout timide, s'amuse à taquiner Naoto, son senpai, qui lui est timide et introverti. Oh, j'ai dit taquiner? Non, c'est du harcèlement, et pour moi la seule raison pour laquelle ce harcèlement fonctionne, c'est qu'il a l'air d'aimer ça, le bougre. Du coup, c'est ok. Un loser pathétique qui se fait harceler par une fille, mais c'est acceptable car lui, il aime ça. Ouais, encore un délire négatif. Naoto aime Azo, du coup, check. Mais si Nagatoro harcèle Naoto, son senpai, c'est simple. On le comprend très vite dans l'histoire, même si ce n'est pas dit implicitement au début, Nagatoro, elle l'aime bien. Ce qui nous amène au premier élément intéressant de cette œuvre. Nagatoro ne sait pas comment montrer et dire ses sentiments à Naoto. Elle ne sait pas le dire autrement qu'en le taquinant, car elle n'a connu que ça. Dans sa propre famille, de sa sœur à ses parents, on ne verra jamais d'ailleurs, ils montrent tous leur affection en la taquinant. Et Nagatoro est taquine avec une seule personne, Naoto, son senpai. Elle est beaucoup plus réservée en général, et n'a apparemment jamais été intéressée par un autre garçon. C'est du mimétisme social. Un comportement qui consiste à reproduire plus ou moins inconsciemment les attitudes, le langage, les idées du milieu ambiant qui nous a vu grandir. Nagatoro montre son amour en taquinant, car sa famille la taquine comme signe d'affection. Et on retrouve ce thème de mimétisme social assez souvent dans les animés. Regardez dans Mushoku Tensei, le Deus n'est même pas majeur, qu'il est déjà en route pour avoir 2 femmes, comme son père. Dans Oshinoko, Ruby copie sa mère et son idole, car dans sa vie antérieure, elle n'a connu aucun autre modèle. En fait, l'anime traite de l'épanouissement personnel. L'histoire suit Naoto, qui était faible, timide et incapable de regarder les gens dans les yeux, et qui devient quelqu'un qui peut se tenir debout avec assurance. Nagatoro agit comme le catalyseur de cette évolution, en le taquinant. Le manga parle de 2 personnes qui cachent leur insécurité de manière opposée. L'un se cache dans la lâcheté, évitant toute interaction sociale, tandis que l'autre refuse de montrer sa faiblesse au point de blesser les autres. Ces 2 modes de vie ne peuvent pas coexister dans une relation. C'est pourquoi ils s'obligent mutuellement à faire face à leur insécurité et à grandir. Le lâche devient plus courageux et l'agressif plus ouvert émotionnellement. Un détail important pour souligner la complexité des personnalités des 2 personnages, c'est que Naoto est certes un peu timide et Nagatoro souvent audacieuse, mais Nagatoro est en fait très peu sûre d'elle quand il ne s'agit pas de taquiner Naoto. Alors que Naoto est très résolu et déterminé quand il ose enfin faire quelque chose. Ce duo présente une dynamique interpersonnelle étonnamment nuancée et complexe. Ce manga capte parfaitement les vrais sentiments entre les gens et la difficulté qu'il y a parfois à trouver le moment d'exprimer son amour pour une personne. Nagatoro est l'exemple parfait d'une personne flirteuse et aguicheuse, capable de séduire n'importe quel timide.
Et pourtant, tout ce qu'elle sait faire, c'est harceler, taquiner la personne qu'elle aime pour essayer d'attirer son attention. C'est un manga sur le passage à l'âge adulte de deux personnes, qui autrement ne se seraient jamais parlé régulièrement. Et on comprend cette dynamique directement dans l'épisode 1. Quelqu'un de populaire et d'extraverti qui taquine un artiste introverti. Normalement, on ne verrait pas ces deux types de personnes ensemble, encore moins se parler si souvent, mais de plus en plus, au fur et à mesure qu'ils traînent ensemble, on voit qu'ils commencent à prendre les habitudes de l'autre et à se connecter d'une manière très saine. Et dans l'ensemble, c'est bien fait. Le développement des personnages et la progression de l'histoire sont très pertinents et agréables à suivre. Et malgré tous les délires négatifs et le fanservice omniprésent, eh bien, il s'agit d'une histoire d'amour plutôt saine entre deux personnes socialement maladroites qui doivent apprendre à exprimer correctement leurs sentiments avant de pouvoir avoir une véritable relation. Il y a plusieurs sujets abordés. Sortir de sa routine et de sa zone de confort, prendre confiance en soi, devenir une meilleure version de soi-même et être inspiré par la personne que l'on aime. Il s'agit d'un animé du genre tranche de vie sur deux étudiants qui se rapprochent l'un de l'autre. Ce qui le rend différent des animés du même type est la façon dont la relation des deux personnages principaux change et évolue constamment. Ils s'adaptent l'un à l'autre, on a vraiment un mimétisme social. Mais cette fois-ci, ils reproduisent inconsciemment les attitudes et habitudes de langage d'un autre individu auquel ils veulent ressembler. Vouloir ressembler à celui qu'on aime. Il s'agit de deux personnages imparfaits qui sont complètement opposés. En se fréquentant, ils se poussent mutuellement à grandir et à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, en tant que personnes, leur relation se resserre. Épisode après épisode, chapitre après chapitre, on se rend compte que c'est l'histoire de deux personnes brisées, qui à cause de leur passé traumatisant, se sont retrouvées dans les circonstances les plus improbables. Et au cours d'une aventure d'1 an et demi, ils se sont lentement guéris l'un l'autre en s'aimant. Et là, vous devez vous dire, mais en fait, ça va, ça a l'air chill comme histoire. Une petite romance sympathique à suivre. Hop hop hop. Ne vous perdez pas dans cet enfer. Est-ce que je dois vous rappeler tous les côtés potentiellement négatifs de cette œuvre? Le fanservice, la sexualisation d'adolescents, etc., etc. Non, restez focus, ne vous laissez pas avoir. Car un autre côté intéressant de ce manga et de cet animé, c'est bien sûr le côté humour. Car ouais, c'est bel et bien classé comme comédie. Et d'où vient cet humour? Eh bien, principalement de Nagatoro qui taquine Naoto. Ah, j'ai redit taquiner, pardon. La majorité du comic vient des situations où Nagatoro harcèle Naoto. Et c'est horrible de rire de ça, et pourtant, eh bien, ça marche. Ça marche, car on se rend très vite compte que ces taquineries deviennent très vite réciproques. On adore voir les réactions de Naoto lorsqu'il se fait embêter. On adore voir les réactions de Nagatoro quand elle a du répondant en face d'elle. C'est une succession d'histoires courtes qui enchaînent entre situations drôles et tendresse. Et selon votre humour, pour être honnête, ça peut être aussi très gênant. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi cet animé est noté plus de 8 sur 10 sur la majorité des sites de manga et d'animé? Pourquoi par exemple le subreddit de Nagatoro a plus de 180 000 membres? Pourquoi tant de personnes attendent désespérément une saison 3? Pourquoi la communauté était émue en ce juillet 2024 lors de la parution du dernier chapitre du manga mettant un terme à cette histoire et aventure? On a un manga et un animé qui regroupent tout ce qu'il faut pour attirer un public. Une histoire d'amour avec des personnages auxquels on peut s'identifier en racontant tout ça avec humour. Et le tout, bien sûr, agrémenté de fanservice en d'excès. Pardon. Bref. Une chose est sûre, Nagatoro ça fonctionne. Ça fonctionne et ce n'est pas ce manga qui a inventé ce concept. C'est un thème, un genre assez courant dans les mangas de ce style. Il y a par exemple Uzaki-chan, Takagi-san, Anju-san, etc., etc. Le point commun, une histoire d'amour avec comme thème récurrent, eh bien, la taquinerie. Il y a plein d'œuvres de ce style. Et vous vous en doutez, s'il en existe plusieurs, c'est que le concept plaît et fonctionne et génère sûrement beaucoup d'argent. Mais vous ne trouvez pas que c'est dommage? Dommage de devoir flirter avec la limite de l'indécent. Le fanservice présent dans Nagatoro ne gâche-t-il pas l'histoire? Ce côté très malsain dans la mise en scène d'adolescents doit sûrement rebuter un public qui aurait apprécié l'histoire d'amour et l'évolution des personnages. Deux personnalités opposées qui s'aident et grandissent ensemble pour à la fin s'aimer d'un amour sincère. C'est un très beau socle pour une belle histoire, non? Pourquoi avoir besoin de rajouter toute cette sexualisation à outrance? D'autant plus que le côté original de ce style de manga, c'est le côté taquinerie. Est-ce qu'il ne serait pas possible de garder le même côté taquin, mais de réduire considérablement le côté qui frôle le ecchi? Oui, il faudrait sûrement repenser plus de la moitié des blagues. Mais d'un côté, ça ne serait pas plus mal, non? D'avoir moins de blagues objectivant le corps de la femme ou la détresse d'un homme. Eh bien, oui, ça serait plus sain, mais pourquoi le faire? Je veux dire, des œuvres comme ça existent déjà. Je pense notamment à Komi cherche ses mots ou Orimiya, qui sont des animés de romance qui ne montrent aucune objectivation du corps de la femme et qui sont magnifiquement écrits, dessinés et animés. Un manga, un animé, c'est une œuvre, c'est une histoire que cherche à nous transmettre l'auteur. Et c'est peut-être facile à dire comme ça, mais c'est ça la beauté de la liberté d'expression. Pouvoir raconter ce que l'on veut comme on le souhaite.
Il faut arriver à faire la différence entre la réalité et la fiction. Je comprends que Nagatoro puisse heurter et dégoûter. C'est un sujet de société hyper intéressant, la liberté d'expression artistique. Jusqu'où peut-on créer librement avant qu'une limite de l'horrible et irréparable ne soit franchie? Le Japon, qui a une toute autre approche que nous, occidentaux, a sûrement des limites morales bien différentes. Du coup, l'œuvre a le droit d'exister, car sans ce côté taquin, eh bien Nagatoro perdrait tout son charme. On n'aurait plus un manga qui plaît à tant de monde, mais seulement une pâle copie d'une romance comme on peut en trouver plusieurs par saison. En fait, Nagatoro, c'est comme une vidéo YouTube. L'anime a un titre putaclic, du fanservice aussi attirant qu'une miniature YouTube bien travaillée, tout ça pour cacher une véritable histoire. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour savoir si cela vous intéresse de donner ou redonner une chance à Nagatoro. De découvrir ou redécouvrir cette histoire romantique et humoristique. J'ai essayé, honnêtement, de vous présenter un avis le plus objectif possible. C'est important de se poser la question de pourquoi une œuvre fonctionne, même lorsqu'elle nous paraît totalement délirante. Pour la petite anecdote personnelle, j'ai un très bon ami qui généralement ne regarde que des animés comme Demon Slayer, MHA, SNK, enfin vous voyez le genre. Et pourtant, en voyant un extrait de Nagatoro passer sur YouTube, il a laissé sa chance à cet animé. Et puis il a bien rigolé. Il reconnaît totalement que c'est bien dégénéré et totalement loufoque, mais ça n'écarte pas que l'histoire lui a plu. Il faut savoir faire la part des choses. Même si parfois, de vous à moi, je vous l'accorde, certains mangas sont vraiment juste irrattrapables. Il est tout à fait normal de ne pas vouloir regarder ce genre d'animé, à cause du fanservice par exemple. Mais il faut être critique et s'informer, car sinon il est possible de passer à côté de belles histoires, comme nous le propose par exemple Nagatoro. Car malgré tous ses défauts, c'est juste l'histoire de deux lycéens qui s'aident l'un et l'autre à dépasser leurs insécurités afin de nouer une très belle relation. ごめんなさい、先輩。